Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de filles. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées qui s'adressent aux femmes. Alors aujourd'hui, dans Genre de filles, je reçois Sarah Soquet. Sarah est professeure de lettres modernes et, j'insiste sur le « et », la co-créatrice de 7 applications littéraires, parmi lesquelles Un texte un jour et Un texte une femme. Des applis qui cartonnent sur l'Apple Store et qui présentent les classiques sous un angle innovant et mettent en avant des autrices célèbres et méconnues. Sarah Soquet, être prof de lettres et créer des applis pour donner envie de lire, c'est l'épisode du jour. Bonjour Sarah, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de filles. Comment vas-tu ? Très bien, bonjour Anne-Laure, je suis ravie d'être là, merci beaucoup. Donc, c'est ce que j'expliquais dans l'introduction. Tu es la créatrice de l'application Un texte un jour. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et surtout comment on passe de prof à créatrice d'une appli ? Un texte un jour, c'est en fait la première appli d'une série de 8 applications de littérature et de culture générale. Et un texte un jour, qu'est-ce que c'est ? Ça vous permet chaque jour de recevoir sur votre téléphone un texte de la littérature française ou de la littérature étrangère. En tout cas, un texte classique que vous pouvez donc relire, emmener avec vous et avoir partout sur votre téléphone. Et en fait, un texte un jour, c'est une anthologie de littérature classique pour avoir 600 textes du monde entier avec des explications, une biographie de l'auteur à portée de main. C'est le Lagarde et Michard d'aujourd'hui. D'accord. Et j'ai vu que l'appli était, qu'en gros, elle marche super bien, qu'elle est bien classée dans le classement Apple Littérature. Donc, vous avez commencé avec une appli et après, au vu du succès, vous avez décliné avec d'autres. Il y a Un texte, une femme aussi qui existe. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que ces applications, elles ont été créées avec ma maman, qui est ingénieure. Ouais. Nous sommes deux. Moi, je travaille sur le contenu, elle sur la technologie. Et on a créé Un texte un jour en 2012. Moi, je suis passionnée de littérature depuis l'enfance. On en parlera après, je pense, mais ça a décidé de ma vocation et de mon parcours professionnel. D'accord. Et en fait, j'offrais aux membres de ma famille des anthologies littéraires personnalisées sur papier. Parce que je suis persuadée que le texte littéraire, c'est un moyen de connexion et d'accès à l'intériorité des gens. Et une année, ma maman, qui est ingénieure et qui crée déjà beaucoup de choses sur smartphone, m'a proposé de créer une version numérique, digitale de cette anthologie. D'accord. Et moi, à l'époque, j'étais pas du tout sensible au numérique. Je voyais pas trop l'intérêt de la chose. Pourquoi on ferait quelque chose sur un téléphone ? Et en fait, je me suis laissée porter par l'idée. Et on a créé Un texte un jour en 2012. La première application est sortie sur iPhone en 2012. Ça a effectivement assez vite marché. On a eu pas mal de visibilité médiatique. Je pense que c'est à la fois parce que c'était un produit totalement innovant et que le contenu devait plaire, ça devait répondre à une demande. Et dans les années qui ont suivi, on a sorti 7 autres applications sur iPhone et Android. Et une des dernières s'appelle Un texte, une femme. Et sur cette application-là, j'ai choisi de ne mettre en avant que des textes de femmes, des textes littéraires, mais aussi des textes de militantes, médecins, scientifiques, artistes, plein de textes différents de femmes connues et moins connues, mais qui disent le féminin et ce que c'est d'être au monde en tant que femme. Ça me fait penser à une interview de Titu Lecoq. J'imagine que tu Oui. vois qui est-ce. Quand elle Oui, est tout à passée sur fait. France Inter cette semaine, et elle expliquait, donc elle sort son bouquin sur les femmes oubliées de l'histoire. Et en Oui. fait, elle explique que les femmes ont toujours été là et qu'en fait, on a trop intégré, et en fait, c'est faux, ce fait que, soi-disant, la femme, depuis la nuit des temps, serait, c'était dans la caverne en train de faire des enfants et que l'homme allait chasser. Déjà, c'est faux. Et qu'en fait, elle explique que dans tous les milieux, en fait, c'est juste qu'elles ont été invisibilisées, décrédibilisées de leurs travaux, ou décréditées de leurs travaux, et qu'en fait, elles sont complètement, elles ont toujours été présentes, toujours été là, qu'elles ont toujours créé, inventé
Et ça me fait penser, je pense que c'est la même chose en littérature alors. Oui, exactement. Les femmes, alors souvent de façon minoritaire au début parce que la question de la maternité se posait et que pour écrire, il faut du temps et des conditions matérielles pour. Ouais. Donc les premières femmes qui écrivaient étaient souvent issues de la noblesse, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les femmes étaient déconsidérées et ce qu'on voit dans un texte une femme, c'est combien les premiers textes de femmes sont des textes souvent de justification. Je vais donner un seul exemple. Il y a une sage-femme au XVIIe siècle qui s'appelle Louise Bourgeois, qui n'est pas donc l'artiste, mais la Louise Bourgeois du XVIIe siècle, et qui a dû se défendre devant un parterre de chirurgiens et de médecins, comme quoi elle aurait été responsable du décès de la maman de celle qu'on a appelée la grande mademoiselle. Et elle dit, mais moi, j'ai pas fait d'erreur au moment de l'accouchement. Elle est décédée pour des raisons cliniques qu'elle présente, mais elle a dû se justifier. Et en fait, de tout temps, enfin, j'aime pas dire de tout temps, mais pendant très longtemps en tout cas, les femmes ont dû se justifier et se battre pour que leurs paroles soient à la fois entendues et surtout pas déformées. Ouais. Et quand tu as commencé en fait à créer cette appli, enfin la première appli Un texte un jour, Ouais. tu étais déjà professeur de lettres en lycée, c'est ça? Oui, tout à fait. J'étais professeure de lettres en lycée depuis 3 ans. Et comment a réagi en gros l'entourage, les professeurs et plus largement l'éducation nationale en fait? Parce que c'est quand même pas si courant une prof de lettres classiques, de littérature classique qui crée une application. Enfin, tu vois, il y a quand même encore ce truc, les Oui, livres, que oui. tu vois, la manière dont on apprend encore aujourd'hui à l'école et le fait d'essayer de moderniser et de passer par un autre biais pour donner envie de lire. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, cet outil, donc un texte un jour, on l'a conçu et pensé comme un outil vraiment pédagogique. C'est-à-dire que quand tu utilises l'application et que tu es étudiant en lycée, en classe préparatoire, en fac ou même au collège, tu peux t'en servir sur le plan pédagogique. On l'avait conçu comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été tout de suite récupéré et utilisé par le grand public. Ouais. Ce à quoi on ne s'attendait pas du tout. Et en fait, sur le plan professionnel ou pédagogique, ça a été finalement bien perçu parce que ça n'a pas changé mon rapport au livre et à ma façon d'enseigner. Ça a fait de moi une meilleure enseignante, mais c'est pas parce que j'ai créé une application sur téléphone que j'ai arrêté de lire des livres sur papier. Ouais. Et ce que j'explique tout le temps, c'est que un texte un jour et toutes ces applications, c'est pour un usage quotidien dans le métro, pour aller au travail, à la pause café, au moment du déjeuner. Mais moi, je suis restée une lectrice sur papier et ça n'a pas changé ma pratique. Donc, c'était vraiment conçu comme un support, une façon de lire différente, mais qui n'était pas là ni pour trahir le texte, ni pour trahir les usages classiques et conventionnels, si on peut dire, de la lecture et de la pratique de la lecture. Et de ton expérience de professeur, alors je crois que tu n'es plus professeur en lycée aujourd'hui. Oui, tout à fait. J'ai enseigné, oui. Et est-ce qu'il y a un lien entre le fait que tu aies développé, enfin que tu aies créé des applications et le fait que tu sois plus prof en lycée? Qu'est-ce qui s'est passé? T'en as eu marre? Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Depuis la naissance, j'ai une maladie chronique assez invalidante. D'accord. J'ai commencé à travailler en lycée. En fait, l'enseignement n'était pas forcément une vocation, Ouais. mais j'adorais la littérature et j'ai cherché un métier compatible avec ma santé. Et il se trouve que dans l'enseignement, on travaille énormément, ce que les gens ne savent pas toujours, mais on peut travailler de chez soi, beaucoup de chez soi. Ouais. Ce qui m'importait, j'ai commencé à temps plein. Je suis vite passée à mi-temps parce que même à temps plein, la charge physique de tenir une classe était vraiment compliquée pour moi. Et puis, c'est parce que voilà, sur le plan de la santé, c'était compliqué que ma maman m'a proposé de développer ces projets. C'était au départ un dérivatif médical, hein, une situation très particulière, mais on ne pensait pas du tout que ça prendrait l'ampleur que ça a pris. Ouais. Et ce qui s'est passé avec les années, c'est que moi, j'ai pris énormément de plaisir à développer ces projets. Je me suis découvert un peu une âme d'entrepreneuse, ce que je ne savais pas. Et puis, j'ai écrit des livres, j'ai fait d'autres choses. Et à un moment, ma fille avait 3 ans. C'est devenu compliqué. C'est-à-dire que en termes de fatigue et de hiérarchisation, j'ai dû faire un choix.
D'accord. Et j'ai vu donc t'en parles, c'est quand même aussi assez original. Ta maman qui est développeuse, donc qui sait coder, qui sait créer une appli. Voilà, ma maman, son Ouais, métier, c'est de développer des logiciels sur ordinateur et sur téléphone. Tout à fait. d'accord. Bah, non, mais pour cette génération-là, parce que je crois qu'on a, enfin, je veux dire, c'est quand même relativement rare. Oui, oui, c'est assez rare et je pense que c'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'elle fait, qui sent bien les choses, qui est assez visionnaire, qui a toujours énormément d'idées, et à qui il faut tout le temps dire non mais Dominique, là, faut se calmer, pas encore une autre idée. Mais c'est et alors elle n'est pas que codeuse, elle a aussi enseigné les mathématiques appliquées, elle a travaillé pour les hôpitaux de Paris, elle a fait beaucoup de choses. Et dans sa fin de carrière, elle souhaitait travailler avec ses enfants et développer des projets plus personnels, ce qu'elle a fait. D'accord. Dans un TEDx, donc c'est comment expliquer ce qu'est un TEDx? C'est un genre de conférence filmée auquel tu as participé. Tu dis, c'est fini, les enfants ne veulent plus lire le livre, ils veulent voir le film. Donc Oui. c'est vrai que ça m'a marqué, ça ne m'étonne pas non plus. Comment on donne le goût de la lecture à ses enfants? Comment on donne le goût de la lecture? Je suis pas sûre que les enfants lisent parce que nous-mêmes avons le goût de la lecture. Je pense que c'est malheureusement beaucoup plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a plusieurs choses. La façon la plus simple, c'est d'abord en tant que parent de lire. Ouais, Un enfant, je pense qu'il fait pas ce qu'on lui dit, il fait ce qu'il voit et il imite. Donc, si vous dites à vos enfants, ah, mais il faut lire absolument, tu devrais lire, et que vous-même, vous n'êtes jamais en train de lire, le message pourra pas passer. Et par exemple, alors ma fille, elle est encore petite et c'est pas encore une lectrice, mais depuis toute petite, elle voit ses parents en train de lire. Et je sais plus, l'autre soir, je me suis couchée, j'étais fatiguée, elle vient me voir, elle me fait, mais t'as qu'à prendre un livre. Et ça m'a fait plaisir. Elle m'a dit, ah, t'as qu'à prendre un livre ou un magazine si tu préfères, mais t'as qu'à lire un livre. Et donc, je pense je crois beaucoup à l'éducation par l'exemple, c'est la ouais. première chose, quitte à mettre en place des règles très simples, c'est-à-dire ce soir, tout le monde prend un livre et on pose les smartphones, Est-ce que par tu fais exemple. attention, parce que il me semble que ton aînée, je crois elle est en CP, non? Elle vient d'avoir Oui, 6 elle ans. est en CP, j'ai qu'une fille, oui, tout à Ouais, fait. comme mon aîné. Est-ce que tu fais attention de ne pas avoir ton téléphone, enfin, tu vois, de ne pas scroller devant elle? Moi, je sais que je fais attention à ça, mais est-ce que tu penses que c'est important de faire ça? En gros, qu'elle se dise, Je pense que c'est attention, je n'y arrive pas tout le temps, mais oui, j'essaye d'y faire attention. ouais, Et donc, pour rebondir, cette fameuse éducation par l'exemple, c'est très important. Et il y a autre chose que j'aimerais expliquer, c'est que souvent, à l'adolescence, un enfant qui a lu beaucoup, ça arrête de lire. Il y en a beaucoup. Et moi, ce que j'essaye d'expliquer aux adolescents et aux parents d'adolescents, c'est que la littérature, c'est une arme d'opposition et de subversion. Et que lire un livre, choisir un livre, avoir des héroïnes, des héros, des auteurs pour modèle, ça peut être quelque chose de subversif qui permet la pensée, qui permet l'accomplissement, qui permet de devenir autre que ses parents. Et je crois beaucoup à ça. Il faut dire en fait aux adolescents que lire c'est formidable et lire ça permet de se construire éventuellement en opposition à ses parents. ouais. Ça peut être aussi un moyen de faire ta crise d'ado, c'est de te réapproprier la littérature. Exactement, tout à D'accord. fait. Dans une interview, tu dis aussi que pour chaque œuvre, pour rentrer dedans, il faut trouver la clé de voûte qui montre l'intemporalité de l'œuvre. Et ça, tu penses que ça donne à un jeune l'envie de lire Madame Bovary, par exemple? Est-ce que toi, tu as l'impression que tu as vu des exemples concrets où ça a donné envie à des jeunes de lire? Oui, ça peut aider davantage. Euh, je pourrais parler de Madame Bovary, mais je vais te parler par exemple d'Eugénie Grandet, qui va Ouais. être adaptée Oui, au j'ai cinéma. vu au ciné, Ouais, ouais. Ouais. l'adaptation sort d'ici un mois, je pense, avec c'est Marc Duguin qui a réalisé le film. Ouais. J'ai lu Eugénie Grandet il y a 2, 3 ans. Dans le cadre de mon travail, je l'avais jamais lu, et j'ai découvert une jeune fille absolument euh, combative, révoltée, féministe et luttant pour ses droits. Et je connaissais pas bien Eugénie Grandet et je m'attendais à un roman très calme, très lent qui se passe dans la ville de Saumur. Et en fait, Eugénie Grandet, c'est une révolte. Et je pense que si on dit aux jeunes gens d'aujourd'hui, ben, Eugénie Grandet, c'est une jeune fille qui va se révolter contre son père, et en expliquant les fondements de cette révolte, ça peut donner envie de lire ce livre. Donc, je pense que effectivement, trouver la clé de voûte, trouver l'entrée, le motif par lequel
un livre a toujours de l'intérêt aujourd'hui, c'est très important. Mais je crois aussi beaucoup au cinéma. Et si effectivement, je disais dans mon TEDx que aujourd'hui, les élèves ne veulent plus lire un livre, mais ils veulent voir le film. Aujourd'hui, moi, je n'hésite plus à passer d'abord par le film. Ouais. Et attends, rappelle-nous, Eugénie Grandet, c'est Balzac ou je dis Oui, une c'est énorme Balzac. connerie? Ok, Non, non, c'est d'accord. Balzac, t'as raison, c'est Balzac. Tu as C'est lu le Balzac. livre de Balzac, justement, de Titiou? Je l'ai lu et adoré. Ah, moi aussi. Je l'ai trouvé drôle, pertinent, d'une modernité folle. Je l'ai adoré. Ouais. Oui. Non, mais du coup, ça me fait penser à la vie de Balzac, cet immense écrivain, mais qui a jamais eu vraiment de chance dans sa vie et Non, pas qui du était tout. toujours fauché et qui a toujours eu des histoires compliquées avec les nanas. Enfin, et donc Oui, le fait que, tu vois, moi non plus, je l'ai jamais lu, Eugénie Grandet. Là, t'entendre en parler, ça me donne envie de le lire. Et c'est vrai oui. que, mais dans ce cas-là, attends, t'as le film qui sort. Moi, qu'est-ce que tu me conseilles? De lire le bouquin et après de regarder le film ou l'inverse? Pas forcément. Pas forcément parce que le livre et le film t'apporteront pas du tout la même expérience. Et donc, non, au contraire, j'ai envie de dire, d'aller voir le film et après, lire le livre. Ça ne D'accord. me pose aujourd'hui, enfin, ça ne m'en a jamais beaucoup posé, mais ça ne me pose aucun problème. On est dans un monde de l'image. Aujourd'hui, notre lecture du monde, elle se fait avant tout par l'image. Faudrait être dupe pour ne pas le reconnaître et il faut s'en servir. Et donc, tu es toujours prof, j'ai vu, mais donc tu donnes plus des cours particuliers ou des cours à distance. Genre, tu Tout à enseignes fait. toujours. Oui, j'enseigne toujours. Alors, je disais tout à l'heure que l'enseignement n'était pas mon premier choix, mais je crois que dans tout ce que je fais, donc j'écris des livres, je m'occupe des applications Un texte un jour et de leur communication, j'enseigne aussi, je crois que l'enseignement reste quand même ce que je préfère. C'est-à-dire Ouais. que la joie d'être devant des adolescents et de leur parler, cette joie-là, elle est irréfragable, elle est illimitée, elle ne baisse pas d'intensité avec le temps. Donc j'enseigne toujours, mais ce qu'il fallait, c'est que je trouve une façon d'enseigner compatible avec ma santé. Et Ouais. en fait, depuis 3 ans, j'enseigne de chez moi, en visio, donc avec mon Ouais. ordinateur, en Zoom ou par Skype, à des élèves en cours particuliers qui sont parfois à l'autre bout du monde. Cette année, j'ai un élève à Athènes et une élève en Jordanie, par D'accord. exemple. L'an dernier, j'ai eu 2 élèves qui étaient à Londres, au lycée français de Londres, que j'ai suivi Ouais. pendant 2 ans, 10 jumelles. Et donc, j'enseigne en cours particulier ou dans des écoles à distance, dans des structures où j'ai des élèves, j'ai 10-15 élèves par classe. Et donc, eux, ils sont au lycée, donc c'est bac de français et français tout court d'ailleurs. Oui. Toi, je sais, qui est une féministe convaincue, on en est où du programme Est-ce qu'il y a plus de femmes? Est-ce que enfin on montre aux élèves, on leur parle d'autrices, d'écrivaines, ou quand même majoritairement c'est toujours des hommes? Alors, ce sont au niveau des programmes officiels, que ça soit programme du bac, programme de l'agrégation, programme du CAPES de lettres, ce sont toujours les hommes qui sont essentiellement mis en avant. Tu Ouais, vois, cette année, au programme du bac français, il y a un texte d'Olympe de Gouges, ouais, qui est la Déclaration de la femme et de la citoyenne, qui est un texte intéressant, mais qui n'est pas un texte très riche sur le plan littéraire. Donc, il y a quelques efforts qui sont faits, mais ça reste encore très minoritaire. ouais. Sur la copie, tu as envie de dire peut mieux faire. Mhm. En revanche, je pense qu'il y a un vrai mouvement de fond chez les enseignants, et notamment chez les enseignantes femmes, et un souhait de plus en plus grand de faire étudier les femmes. Donc, je pense que cette tendance, elle va se déployer. Je pense qu'il faut faire étudier les femmes, mais surtout, il faut faire étudier des textes qui n'ont pas que trait à l'amour. Ouais. Les femmes n'ont pas écrit que sur l'amour, elles ont écrit sur l'engagement, la construction, la révolte. Et c'est très important de rappeler que La princesse de Clèves, c'est très bien, mais il y a d'autres textes de femmes et sur d'autres sujets. Donc ça, moi, ça me fait penser, en fait, c'est le premier livre que tu as écrit qui s'appelle La première fois que Bérénice vit Aurélien, elle le trouva franchement con. Et voilà, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu de ce premier livre. Ce premier livre, donc il faut que j'explique d'abord son titre. En fait, ce titre, la première fois que Bérénice vit Aurélien, elle le trouva franchement con, c'est la déformation de la première phrase d'un roman qui s'appelle Aurélien d'Aragon. C'est un roman d'amour, une histoire avortée qui d'ailleurs va pas se vivre, entre Aurélien et Bérénice. Et le roman D'accord. commence, la première phrase, c'est la première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Et mon premier livre, en fait, c'est un guide
pour comprendre comment est-ce que les classiques nous donnent des clés pour progresser ou avoir des outils dans notre vie. J'aime pas le terme de progresser, pour découvrir et nous aider dans notre vie amoureuse. Ouais, un moyen de mieux se connaître d'une certaine Voilà, façon. un moyen de mieux se connaître et notamment sur le plan amoureux. Et je suis persuadée de la modernité et de l'intemporalité des classiques. On parlait tout à l'heure de la clé de voûte. Et j'ai eu pas mal, j'ai eu des histoires de couples qui ont été parfois compliquées, connu des phénomènes d'emprise ou de manipulation, comme plein de jeunes femmes, je pense, aujourd'hui. Et j'ai mis du temps à me construire sur le plan amoureux. Et ce que j'ai voulu à travers ce livre, c'est expliquer comment les livres m'avaient aidé et pouvaient aider à faire de meilleurs choix. D'accord. Et donc là, dans ce livre-là, tu parles pas que du livre d'Aragon, alors. Non, pas du Ouais. tout. Ok. C'est un guide par chapitre avec différentes étapes sur qu'est-ce que la rencontre amoureuse, comment se préparer à la rencontre. Mais c'est vraiment, c'est un livre dans lequel, sous des aspects assez légers et drôles, en tout cas je l'espère, j'ai essayé de dire que on peut ne pas être en couple, on peut ne pas vouloir être en couple, on peut être malheureux en couple. C'est un moyen avant tout de sonder ce dont on a envie. Voilà. D'accord. Et c'est aussi avec l'idée que on n'est pas obligé d'être en couple. Voilà, Ouais. je pense que chacun peut construire son modèle et le célibat, c'est un modèle tout à fait possible et qui peut convenir à beaucoup. Est-ce que tu as des projets de livres dans le futur, d'autres que tu aimerais écrire? J'ai des projets de livres. Pour l'instant, j'ai écrit 8 livres, Ouais, c'est énorme. 8 essais ou anthologies. Mais alors, j'ai d'autres projets. Pour l'instant, je peux pas trop en parler parce qu'ils sont pas développés. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la fiction ne m'intéresse pas. Peut-être que j'y viendrai un jour, mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment dénicher, chercher et montrer le trésor caché. Ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Et Oui. tu dis aussi, je sais plus, je crois que c'est une autre interview, que le numérique peut redonner goût à la littérature. Est-ce que à terme, on peut imaginer que tu retournes dans les lycées, que en fait, est-ce que c'est pas aussi un enjeu en fait pour l'éducation nationale, pour les lycéens aujourd'hui d'avoir envie de lire et de lire ces classiques? Est-ce que toi, tu aurais envie de faire ça? C'est un truc qu'on peut imaginer? C'est un enjeu fondamental et on voit bien hein, qu'on va arriver dans des années où on va lire différemment, où la pratique de la lecture va se faire différemment. On voit que le livre audio se développe, par exemple. Ça, Ouais. c'est encore très nouveau. Et il y a des élèves à qui on dit, bah, tu peux déjà lire le livre audio si tu as du mal à lire. Donc oui, c'est quelque chose que je fais déjà ponctuellement dans des lycées. Et peut-être que oui, j'aurai le plaisir de revenir dans des lycées pour présenter les innovations technologiques qu'on a créées avec ma maman. Ouais. Et Ouais. est-ce que toi, tu arrives à lire sur une liseuse ou pas? Assez peu, assez peu. Ouais, moi aussi, pareil. Et les gens, et quand je dis ça, les gens sont toujours très surpris. Les gens me disent, mais toi qui as créé des applis, etc., etc. Ça n'a pas changé mon rapport à la lecture. Moi, je crois vraiment à la lecture sur un temps court. Alors, c'est toujours dur hein, d'avoir du recul sur ce que tu as créé toi-même. Mais je me rappelle quand j'ai eu ma fille et que je suis restée longtemps à l'hôpital après sa naissance. Et ben le matin, je lisais un texte un jour sur mon téléphone. Et en plus, bon, ma fille était dans un autre hôpital, c'était différent. Et je me rappelle de la joie immense que j'avais à lire ces textes sur le téléphone. Et enfin, c'est cet usage-là, le texte à portée de main, le texte court, le fragment, que qu'on voulait avec ma maman proposer. Voilà. Et ce format-là, j'y crois beaucoup. Après, moi, je reste une lectrice de longs textes sur papier. Et je pense en plus que le travail sur le papier, le travail sur le manuel scolaire physique permet la concentration, permet davantage l'acquisition de la lecture, de l'écriture et de plein d'outils qu'on demande, plein d'outils cognitifs qui permettent l'apprentissage. Tu as fait un post Instagram qui m'a beaucoup marqué et que j'ai bien aimé. Tu expliques que parce que il me semble que c'est parce que ta petite fille est en CP, beaucoup de gens te disent ah, mais elle doit déjà savoir lire, est-ce que tu n'as Ouais. pas envie de la booster? Enfin, en fait, tu fais un lien entre le fait, enfin, dans l'inconscient collectif, que les gens font entre fils ou filles de profs, où on imagine que ce sont ils vont avoir plus de facilité. Qu'est-ce Oui. que tu en penses?
Ce que j'ai voulu montrer, et c'est une chose sur laquelle on m'a beaucoup interrogée, c'est effectivement les croyances selon lesquelles, sous prétexte que ton enfant est fils ou fille de prof, il va savoir lire, il va être en avance, il va sauter 3 classes tout d'un coup. Enfin, j'exagère un peu, mais moi, combien de fois on m'a demandé mais quoi, ta fille, elle sait pas encore lire, elle sait pas encore lire, ou elle doit savoir lire. Je pense pas que les profs soient des parents qui poussent nécessairement. En tout cas, c'est pas mon cas avec ma fille. Déjà parce qu'elle n'en a pas le goût pour l'instant, et puis parce que j'ai préféré développer d'autres compétences. J'espère d'ailleurs que j'arrive à développer ces autres compétences. Je pense que on dit souvent que les parents profs, enfin que les profs font de meilleurs parents et que les élèves réussissent mieux. Ouais. Je pense que ce qu'ont les profs, c'est qu'ils voient bien les enjeux éducatifs et qui font souvent confiance aux professeurs. Et quand tu es professeur et que tu dis à des parents, mais vous savez, votre fille, je la vois pas faire des études scientifiques, il faut qu'elle aille en littéraire. Ou un élève, mais vous savez, il serait beaucoup mieux dans cette voie technologique ou en ES qu'en filière S. Enfin, les profs voient souvent bien les choses et les parents ne leur font pas toujours assez confiance, selon moi. Combien de fois on voit des élèves passer dans une orientation contraint et forcée par les parents et finalement ça se passe mal et ce que les professeurs avaient prédit survient. Donc je pense que les parents profs voient bien les choses et conseillent bien leurs enfants, ou en tout cas parfois mieux que certains parents. J'ai eu une discussion avec la maîtresse de mon aîné qui me disait, Oui. la maîtresse me dit, j'hallucine en gros, enfin, elle ne m'a pas dit évidemment, Oui, bien sûr. elle Ouais, trouve que les enfants ouais. se mettent une pression depuis quelques années. Et c'est elle qui dit, on est en CP, on se calme, en gros, arrêtez, vous avez le droit de vous tromper. Et elle dit, il y a certains enfants qui se mettent une pression, interdiction de l'échec, qui le vivent hyper mal, de se tromper, etc. Et ça, je trouve ça intéressant aussi. Je pense que ça vient d'ailleurs des parents. Donc, tu vois, tu n'as pas forcément besoin d'être prof pour... Enfin, ça m'a fait penser à ça, en fait. Mais pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. Je pense que ça vient des parents, mais pas que. Il faut vraiment penser que là, depuis quelques années, tu peux parler du climat, des pandémies. Enfin, la période est extrêmement anxiogène. Et je pense qu'il y a des parents qui poussent pas du tout leurs enfants, mais les enfants, c'est des éponges. Ils ressentent ce qui se passe. Et même moi, je vais te dire, donc ma fille, elle vient de rentrer en CP. Et cet été, j'ai vu plein de camarades à elle, ou même des enfants plus jeunes qui savaient tous lire. Et j'ai dû me faire violence pour pas paniquer parce que ma fille savait pas encore lire. Donc je pense que c'est un climat général qui est extrêmement anxiogène. Mais en tout cas, ne panique pas parce que ma fille ne sait pas lire non plus. Ça peut te rassurer. Voilà, non, je panique plus maintenant, mais c'est vrai que j'ai eu un moment et j'ai encore parfois des moments de travail sur moi où tu te dis, peut-être que plus tard dans sa vie, mon enfant va forcément un peu me décevoir ou pas combler toutes mes attentes. Et c'est aussi l'altérité de l'éducation. Ouais. Sarah, qu'est-ce que tu te vois faire dans 10 ans? Dans 10 ans, j'espère que j'aurai écrit d'autres livres. Ça, j'espère vraiment. Et que j'aimerais, par exemple, donner des conférences sur la littérature. Je pense que je viens de trouver depuis 2-3 ans à peu près le schéma professionnel qui me convenait, à savoir enseigner de chez moi, mener à bien des projets littéraires à côté. Et ce que j'espère, c'est continuer à développer mon univers autour de la littérature et donner toujours plus envie de lire des classiques. Ouais, la recherche de l'équilibre, quand tu l'as trouvé, c'est quand même c'est beau à entendre. Je te le souhaite aussi. On va passer aux dernières petites questions que je pose à toutes mes invitées. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer? La jalousie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Une bonne santé. Qu'est-ce qui t'anime? L'enthousiasme, qui d'ailleurs vient du grec, le dieu intérieur qu'on porte en soi. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille? Inès Léonarduzzi. D'accord. C'était la première invitée avec qui tu réponds du tac au tac. J'ai aucune hésitation, c'est super. Et quel genre de fille es-tu, Sarah? Une fille gentille. Merci, Sarah, pour tes réponses et merci pour ta sincérité. À bientôt. Merci à toi, c'était un vrai plaisir. À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!